Les voyages de Pétrarque. Pétrarque, écrivain et poète italien du XIVe siècle, est né sous le signe du voyage. Partons pour une odyssée sonore à travers les livres en compagnie de cet illustre précurseur de l'humanisme. Épisode 4. Le voyage à travers les livres. Comment Pétrarque nous invite à penser que les livres sont nos meilleurs amis et que les plus beaux voyages sont ceux qu'ils nous inspirent. Comme Ulysse, qui lui sert de modèle, Pétrarque place son existence sous le signe de l'errance. Ulysse, dans le texte d'Homère, est un homme fort, avide de savoir et de nouvelles expériences. Contrairement aux écritures du Moyen-Âge qui en font un homme rusé, le texte antique fait d'Ulysse un voyageur philosophe auquel Pétrarque aime à s'identifier. Il se fait d'ailleurs traduire, copier et enluminer un magnifique manuscrit en latin de l'Odyssée d'Homère, sur lequel il écrit des annotations de sa main, conservées aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France. Pour Pétrarque, Ulysse est l'emblème du voyage désirable, de l'exploration de soi et du monde. Et même si l'errance est dangereuse pour le chrétien, le païen Ulysse montre que sur les routes du monde, il a perfectionné ses connaissances, en particulier ses connaissances morales et spirituelles. Dans cette lettre de consolation du 15 février 1350, adressée depuis Padoue à son ami Philippe de Vitry, malheureux de quitter Paris, Pétrarque lui rappelle toutes les vertus que le héros de l'Odyssée a tirées de son voyage. Ulysse se rendit à Troie, et plus loin encore par la suite. Il parcourut les mers et les terres, et ne s'arrêta pas avant d'avoir fondé, aux limites de l'Occident, une ville à son nom. Il avait chez lui un père accablé par l'âge, un fils encore enfant, une épouse jeune et assaillie par des prétendants, quand lui, pendant ce temps, était aux prises avec les philtres de Circé, les chants des sirènes, la violence des cyclopes, les monstres et les tempêtes de la mer. Cet homme, rendu célèbre par ses pérégrinations, domina ses sentiments, ne tint pas compte de son trône et de tant d'êtres chers. Il préféra vieillir entre Charybde et Scylla, parmi les noirs abîmes de l'Averne et les obstacles des événements et des lieux qui fatiguent même celui qui les lit, plutôt que chez lui. Et il n'avait d'autre raison pour ce faire que de revenir un jour plus instruit dans sa patrie. Et en réalité, si l'expérience rend instruit, si elle est la mère des arts, que pourrait espérer de beau et de vraiment digne des plus grands louanges l'éternel gardien de la maison paternelle? C'est le devoir d'un bon paysan de rester sur sa propre ferme, de connaître la valeur de sa terre, les habitudes de ses bœufs, la nature des eaux et des arbres, l'arrivée des semailles, ce qui convient à chaque saison, les changements de climat, de connaître enfin où Oyo et Charles. Mais c'est le devoir d'une âme noble qui aspire à de hauts faits, de voir de nombreux pays et les habitudes de vie de nombreuses nations, et de garder en mémoire les observations qu'elle en a faites. Le dilemme est toujours le même, rester ou partir. Comme Ulysse, Pétrarque a fait de longs voyages. Il voyage sur les routes d'Europe pour son travail et pour ce qu'il appelle ses voyages d'instruction à Paris, Gand, Liège, Aix-la-Chapelle, Cologne, les Ardennes ou Lyon. Il découvre des lieux incroyables à Rome et à Naples qui le font voyager dans l'Antiquité. Il se plonge dans des livres érudits de géographie et de description du monde et rêve qu'il visite Thulé,
une fascinante et lointaine île du Nord, entre la Scandinavie, le Groenland et l'Islande. L'auteur voyage par procuration à travers ses lettres de documentation ou ses récits de voyages imaginaires, mêlant subtilement ses propres souvenirs à ses lectures érudites. Comme dans cette lettre à son ami Giovanni da Mandello, que Pétrarque, craignant le voyage en bateau, refuse finalement d'accompagner, préférant lui adresser un véritable guide de voyage à travers ce pèlerinage imaginaire de Naples jusqu'à Jérusalem. Itinéraire jusqu'au tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ, à Giovanni da Mandello. Tu demandes donc, cher et excellent homme, à avoir ces quelques pages pour compagnon, puisque pour moi c'est impossible. Tu veux y entendre de moi qui n'en ai pas encore vu l'ensemble, ni sans doute ne le verrai jamais, ce que tu verras bientôt de tes propres yeux. C'est étrange, mais il est vrai que nous connaissons bien des choses sans les avoir vues, et en ignorons beaucoup que pourtant nous avons vu. Aussi répondrai-je à ta demande. Ce que ma plume te montrera de la place où je suis, tu espères le distinguer plus nettement que le spectacle qui là-bas s'offrira à tes yeux. Le rivage de Calabre s'étend donc à gauche, d'un trait qui n'en finit pas. À droite, au loin, la Trinacrie et Vulcano, Lipari et des îles plus petites qui jettent des flammes et de la fumée. Elles sont si venteuses qu'histoire ou légende, car les deux se lisent, on dit qu'Éole, le roi des vents, y avait son palais, d'où leur nom, tout approprié, d'île éolienne. De là, quand tu seras parvenu à l'extrême pointe de l'Italie, celle bien sûr qui donne au couchant, tu auras Reggio d'un côté, capitale de la Calabre, et de l'autre Messine, capitale de la Sicile. Tu auras à peine besoin de tourner la tête pour les voir presque en même temps. Au milieu, le phare dit de Messine. On y trouve ces monstres effroyables qui font la terreur des marins, Charybde des Scylla. Scylla est bien cet écueil qu'on voit à gauche, retentissant du bruit des vagues et du fracas des tempêtes. Charybde, en face, c'est une sorte de gigantesque tourbillon où les eaux se précipitent. Pour Pétrarque, l'homme vertueux est celui qui voyage, et plus encore par les livres. Il construit son odyssée réelle et imaginaire en s'entourant des plus grands généraux de l'Antiquité comme Alexandre le Grand, Curius, Scipion, Marius ou César, en s'inspirant des philosophes grecs et latins comme Pythagore, Platon et Pline, ou des saints et des pèlerins qui, comme les apôtres Guy de Boulogne ou les envoyés du pape, sont ses maîtres spirituels. Dans sa fameuse lettre à Philippe de Vitry, ce sont eux qui lui servent de modèle pour ses propres pérégrinations. Énorme est la troupe des généraux romains et étrangers. Énorme est celle des philosophes, qui, pour augmenter la gloire qu'ils retiraient, soit de leurs faits d'armes, soit de leur intelligence, ont passé leur vie dans de continuelles pérégrinations. Platon, après avoir quitté Athènes où il était vénéré, s'il est permis de le dire, comme un dieu sur terre, se rendit d'abord en Égypte, puis en Italie. Quel fardeau pour un homme habitué à une vie sédentaire! Mais à travers toutes les difficultés de ses voyages, le désir d'apprendre lui servait de véhicule. Les voyages de Démocrite sont fameux aussi, et plus fameux encore ceux de Pythagore, qui, une fois parti de chez lui, n'y revint jamais, car son amour de la vérité était plus fort que celui de sa patrie. Scipion avait 24 ans quand il partit en Espagne pour combattre 4 puissantes armées carthaginoises et autant de valeureux généraux.
Puis il revint paré d'innombrables victoires. Il aurait bien pu, lui l'illustre citoyen, se satisfaire de la gloire qu'il avait acquise et demeurer chez lui. Que dire d'Alexandre de Macédoine, qui n'y revint même pas? Que dire de Pompée le Grand, dont les voyages durèrent toute la vie et ne laissèrent inexplorée aucune partie du monde? Que dire de Jules César, dont la campagne en Gaule, en Germanie et en Bretagne dura 10 ans? L'expédition de Pétrarque au Mont Ventoux en 1336, voyage réel ou voyage imaginaire, personne ne le sait, est à l'image de l'amour de Pétrarque pour l'or, muse de chair ou femme de papier.